Troisième et dernière partie de cette édition spéciale Tempête. Quelques informations à vous donner. Je vous annonçais hier soir au conditionnel que Nicolas Sarkozy pourrait revenir en Vendée très prochainement. Et bien, je vous confirme ce soir que le président de la République sera à La Roche-sur-Yon mardi en début d'après-midi, sans doute pour un hommage aux secouristes et aux bénévoles. Le secrétaire d'État chargé du commerce, Hervé Novelli, a annoncé hier que les PME sinistrées dans les départements touchés par la tempête commenceront à être indemnisées à partir de fin avril, début mai. C'est pour lui, je cite, une rapidité historique. Et puis j'ajoute que les députés Verts viennent de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une demande de commission d'enquête parlementaire sur les conséquences de la tempête. Et puis de leur côté, les deux députés de Vendée, Dominique Souchet et Véronique Besse, ont déposé une proposition de loi visant, je cite, à durcir la réglementation actuelle sur la construction en zone inondable afin de mieux garantir à l'avenir la sécurité des personnes. Fin de citation. Il propose notamment que soit confiée au département et non plus au maire la délivrance des nouveaux permis de construire et que les habitations déjà construites en zone inondable soient détruites ou adaptées. Voilà pour ce point-là. Les digues, c'est un sujet évidemment qui vous préoccupe, Samy Boussefin. Votre société s'est portée candidate à l'appel d'offres pour la reconstruction de ces digues. Donc là, maintenant, c'est un autre travail, c'est d'éviter que cela se reproduise à nouveau. Donc, il faut réparer ces digues qui ont été dégradées et qui ont été détruites. Donc ça passe par une expertise sur le terrain, donc le plus rapidement possible, puisque déjà les travaux de confortement ont repris, donc c'est un peu ennuyant dans le sens où il n'a pas fallu le faire en fait. Voilà, pour vraiment analyser, pour comprendre pourquoi elles se sont détruites, quoi. Donc, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui consolider ces digues, si vous y faites des travaux, de manière à ce que ça ne se reproduise pas ou qu'elles ne cèdent pas? Ça, c'est possible ou pas? Ou les digues ne seront jamais totalement... le problème, c'est que je pense qu'il y a un phénomène là, comme on l'a eu avec Xynthia, associé à ces forts coefficients de marée. Personne ne l'attendait. Ouais. Donc, malheureusement, il faut que des sinistres comme ça arrivent pour qu'on se prenne tous main dans la main et qu'on essaye de trouver des solutions qui tiennent la route. Donc, c'est vrai que là, les digues, ça fait intervenir les géologues. Après, jusqu'où monter ces digues. Ouais. Donc, il faut faire intervenir d'autres personnes, des hydrauliciens spécialisés dans le domaine maritime, pour essayer de déterminer à quelle cote la mer pourrait monter. C'est des choses qui sont difficiles à appréhender. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc après, il faut trouver des techniques. C'est des digues très anciennes, donc on va essayer de mettre en place des techniques pour éviter leur érosion si jamais, parce que je pense qu'on va être amené à avoir des montées du niveau marin de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. Donc essayer de mettre en place des techniques nouvelles pour éviter l'érosion de ces digues. Aïda, vous êtes rendue donc ce matin à la Faute-et-l'Aiguillon, on le disait. Vous avez interrogé les habitants sur l'avenir pour voir comment ils envisagent ou s'ils sont prêts à se projeter dans l'avenir, parce que comme on le dit depuis le début de l'émission, aujourd'hui la grosse actualité c'était les experts et la grosse angoisse aussi de la journée. J'ai rencontré des gens j'ai rencontré un peu de tout, des gens un peu inquiets justement par rapport aux prochaines marées, à une éventuelle nouvelle tempête, aux changements climatiques qui font qu'aujourd'hui la nature n'est plus ce qu'elle était, mais pas débordés par cette inquiétude finalement, enfin de ceux que moi j'ai pu voir en tout cas, des gens qui se posaient ces questions-là, mais qui ne se laissaient pas plus que ça angoisser. Moi l'impression que j'ai eue, c'est surtout plutôt que les gens attendaient aussi l'avis des experts. Pour eux, c'est important de savoir si leur maison va être démolie ou pas, par exemple. Donc là, les questions se posent différemment. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens étaient plutôt confiants dans l'avenir. J'en ai interrogé plusieurs. On a un petit panel très rapide, très succinctement monté de quelques-unes des personnes que j'ai vues ce matin. On les écoute. Et rapidement, la réalité et le bien-être et le bonheur qu'on peut connaître, qu'on a connu à la faute, reprend le dessus. Et quand on voit un endroit aussi agréable et aussi paisible, rapidement on change d'avis et je crois qu'on est prêt pour nettoyer et recommencer encore au moins une fois. C'est-à-dire qu'ils vont démonter tout le placo, me refaire le placo, et puis après ça, moi, je le ressaisis. Je repars à zéro, je remettrai la main à la pâte, comme j'ai fait. J'ai envie de revenir
On s'est beaucoup investi avec mon mari dans cette maison, donc on se plaît là et je voudrais revenir. Et donc vous allez revenir ? À moins qu'on nous dise de démolir, sinon oui. Voilà, cette dame était dans sa maison encore pleine de boue ce matin. Ils étaient tous les deux en train de nettoyer et l'expert est arrivé juste quelques secondes après. J'espère pour eux que c'était une bonne nouvelle. Il y a un autre petit point qui est revenu justement, ce sont les digues. Je l'ai senti, la personne n'est pas dans ce court reportage. C'est une vraie question apparemment aussi de savoir combien vont être reconstruites ces digues, à quelle hauteur, tout cela. Ce sont plutôt des détails techniques et des réponses que vous n'avez sans doute pas pour l'instant. Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, comme je disais, on est plutôt au stade de l'expertise, de la réflexion, et bon, les réponses précises, on les a pas encore. Après, bon, c'est sûr qu'il y a des techniques qui existent. On a nos voisins hollandais qui sont peut-être plus en avance que nous sur ces problèmes-là. Et même, bon, il y a des chercheurs en France qui travaillent sur le problème. Donc, il y a des techniques qui existent. Après, bon, c'est sûr qu'en face, il y a un coup à mettre. Ouais. Donc, Docteur Lescon, on a eu le témoignage aussi de certaines personnes qui disent qu'elles ne veulent plus désormais aller à la plage puisqu'elles voient la mer comme une menace. C'est un discours que vous avez entendu? Tout à fait, oui. On l'a entendu plusieurs fois. Certains nous ont dit on ne mettra plus la serviette comme avant. Où est-ce qu'on pourra la remettre? Alors, je crois que ça fait partie des conséquences des chocs psychotraumatiques, donc d'avoir des conduites d'évitement. Certains veulent les bons choix. Je pense qu'il faut être confiant quand même. Je suis dans la grande main. Beaucoup d'individus se remettent d'événements psychotraumatiques. Certains ont des pathologies qui apparaissent, qu'on appelle les états de stress post-traumatiques. Et d'autres qui ont vécu des psychotraumatismes antérieurs dans leur vie, à ce moment-là, il y a un cumul et des choses refont surface. Est-ce que ça peut conduire aussi à connaître des difficultés pour retrouver un emploi? Pas envie forcément de se remettre à travailler après un événement comme celui-là? Alors, je pense oui. Et je pense notamment là à une population particulière et à surveiller, ce sont les agriculteurs. Là, il y a perte du logement, mais il y a aussi perte de l'outil de travail, et peut-être pour des années. Et c'est pas facile. Et ces gens-là ne sont pas faciles à prendre en charge, les agriculteurs, à toucher? Nous avons fait le choix d'aller les voir directement sur place. D'accord. Voilà. Et certains ont accepté votre... Tout à fait. Actuellement, depuis 8 jours, j'ai une équipe qui tourne tous les jours dans les fermes sinistrées, comme on peut le voir. Certains ont perdu une grande partie de leur cheptel, par exemple. En général, l'accueil est plutôt favorable et les gens verbalisent leur vécu. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré aussi des gens qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas réussi sans doute à sauver des proches ou des voisins, des amis qui étaient tout près de chez eux? Oui, nous avons vu ça. Au tout début, le dimanche, en plus de l'action sur le PMA, j'avais positionné deux soignants à côté de la morgue, enfin dans les locaux, pas dans les locaux, mais à proximité de la morgue, pour accompagner les familles. Et donc là, notamment, comme il y a eu les familles des décédés, certains ont verbalisé leur culpabilité de ne pas avoir pu retenir leur enfant, leur conjoint. Et puis, on a connu des victimes, une famille notamment qui a perdu 2 enfants. Sa femme et sa mère. Tout à fait. Et donc là, il y a quand même un sentiment de culpabilité qui était fort. Jusqu'à quand les traumatismes qui ne seraient pas apparus aujourd'hui peuvent ressortir? Ça peut arriver combien de temps après? On estime que c'est très difficile, les états de stress post-traumatique. C'est une culture que connaissent bien surtout les militaires, parce qu'ils connaissent ça depuis des années. Les choses évoluent dans le monde, j'allais dire, dans le monde psychiatrique non militaire. C'est moins tabou. On peut voir des choses apparaître dans les 8-10 jours, et des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois après, mais des fois assez rapidement, avec ce qu'on appelle un temps de latence entre les deux, où il n'y a pas de symptômes, et les choses apparaissent progressivement. Ça peut aller assez rapidement. On entendait tout à l'heure dans les témoignages qu'avait recueillis Aïda, que les gens se disent finalement, une fois le nettoyage achevé, les secours partis, la pression médiatique aussi retombée, et qui est déjà retombée, il va y avoir des contre-coups sévères pour certaines personnes. Un sentiment d'abandon. Complètement, Avec, pour certains, cette tendance qui est probablement, je veux dire sans aucune critique, de se laisser porter par tout ce qu'il y a autour, les sapeurs-pompiers, les bénévoles, et puis à un moment donné, tout le monde va partir, plus ou moins rapidement, mais il va falloir que la vie reprenne, et c'est vrai que ça va être une phase un peu plus délicate.
Est-ce qu'il est important pour les rescapés, est-ce que vous leur conseillez de revoir maintenant ou plus tard les images de ce qui s'est passé? C'est ce que le colonel Montaletan, le commandant des pompiers, nous disait qu'il allait montrer des images finalement à ces hommes qui avaient été aussi très traumatisés, pour qu'ils se rendent compte du bien aussi qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont quand même sauvé plus de 700 personnes. Est-ce que pour les habitants, c'est bien aussi d'évacuer en revoyant les images? Nous sommes dans deux catégories. Une catégorie professionnelle où il peut être intéressant de revoir et de reprendre, de réfléchir à la dynamique des secours. Par rapport à quelqu'un qui a été victime directe avec un décès, les choses peuvent être un peu plus délicates. Bon, tout en sachant que les gens ils voient l'actualité, dans les journaux, la presse, la télé, donc et probablement qu'ils reverront ça aussi dans les semaines à venir. Pour terminer justement cette dernière édition spéciale, nous vous proposons de revoir maintenant, en 5 minutes d'image, sans commentaire, ce qui s'est passé donc depuis ce dimanche 28 février au matin et qui restera évidemment à jamais marqué dans l'histoire du département et dans l'esprit de ses habitants. Le travail des sauveteurs, la cérémonie d'hommage à Luçon, la solidarité, le témoignage des rescapés, le retour des habitants dans les maisons. Voici donc ce qui s'est passé depuis 12 jours à l'Aiguillon-sur-Mer et à la Faute-sur-Mer. Le montage est signé Jean-Frédéric Barré. Sur la gauche, il y a une maison au rez-de-chaussée. Quand vous rentrez à la maison, il y a une grande baie vitrée. Tout de suite à gauche, il y a la chambre où le couple y dort. Après, avant, il y a la porte de garage. Vous rentrez dans le garage et à l'étage, il y a un autre couple. À 4h du matin, 3-4 heures, quand les eaux sont montées, on ne pouvait pas ouvrir la porte d'entrée parce que l'eau rentrait. Donc on a été obligé de monter dans les combes, casser les fêtages et puis enlever les tuiles pour pouvoir monter sur le toit. Ils vont l'embarquer, c'est pas. Donc il y a des gens dans une habitation. Aux alentours de 4h du matin, on a entendu un bruit d'écoulement dans les toilettes. Je me suis levé, je suis allé voir. Et il y avait de l'eau un peu dans la salle à manger, très très peu. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il y avait 90 cm d'eau dans la maison. Vous savez qu'ils venaient vous chercher sur les toits des maisons en fait? Sur les toits des maisons, oui, sur les toits des maisons. Il y avait quel niveau d'eau à peu près là-bas? Il y avait là-bas à peu près entre 2,50 m et 3 m. Ouais, ça arrivait juste au niveau des tuiles. Dans la rue, il n'y avait aucun signe de vie, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Donc ça, c'était en pleine nuit en fait? Donc là, c'était en pleine nuit. Il était environ 3h30. J'étais tellement transi de foi, tellement tremblant, tellement j'avais les membres complètement tétanisés. J'ai pensé, lorsque j'ai entendu les hélicos, j'ai pensé ne pas pouvoir sortir de l'endroit où je m'étais réfugié. On a eu la chance d'être chez des voisins qui avaient un étage. Sans ça, il y a pire que nous. En tout cas, nous, on est venus vraiment exprimer notre solidarité, à la fois humaine. Cette situation. Donc on compte sur vous, monsieur le ministre, non pas par un acte de présence, mais par des actes concrets avec l'ensemble des acteurs du territoire. Je viens ici pour prendre des actes concrets, des décisions concrètes. Chère famille, si durement éprouvée, chère famille, si profondément bouleversée, c'est tout un peuple qui est là avec vous. Un peuple nombreux, un peuple ému. Plus que cela, un peuple debout et solidaire, qui veut vous dire que par-delà l'épreuve,
est une espérance qui permet de vivre et qui donne sens. On va mettre en œuvre, donc il y a CCL qui a commencé à pomper du CO2 au niveau du monsieur, et nous on va pousser aussi avec nos pompes. Et après, dès que c'est fini, qu'on peut atteindre la maison, on nettoie cette maison. D'accord. On y va maintenant. Vous nous attendez. Non, s'il y a autre chose, des gens plus pressants, vous pouvez y aller. Ah non, mais nous, on a mis nos groupes d'épuisement en route et là, on est à disposition de la population. Ce que le secteur. Vous pouvez enlever toute la vaisselle avant qu'on sorte ou comment? C'est plus facile. Je sais pas. Dites-moi le. Jonathan, on peut l'enlever la table. Oui, bah, voilà, on va faire placette, après on vide les meubles et on met tout à sécher dehors. Attendez. Je pensais pas tomber là-dessus. C'est très bien les pompiers. Comme on n'a jamais eu de problème, pour nous c'est très réconfortant. Le monde s'est très bien mobilisé. Et là, on est vraiment content que ça marche, parce que le monde qu'il y a derrière, je crois que ça se ressent quand même. Donc on est vraiment tous solidaires les uns les autres à l'Aiguillon-sur-Mer. C'était bien de leur rendre hommage pour dire aux familles qu'on était avec eux et qu'on les soutient. Besoin en fin de compte de prendre ce temps de se poser, de se recueillir. On est solidaires avec tous ces gens qui ont tout perdu, et aussi il y a tellement de morts. Je trouve que c'est tout à fait normal, on a besoin de rencontrer les gens, de discuter. La marche pour moi c'est symbolique parce que c'est la marche en avant, il faut se remettre en marche, il faut avancer. Merci Dr Bescon d'être venu aujourd'hui sur ce plateau pour cette dernière. Merci également à Sami Boucefa de votre présence. Merci également à Aïda. Et je souhaiterais pour terminer remercier personnellement l'ensemble des équipes de TV Vendée pour le travail qu'ils ont réalisé pendant ces 12 jours. Pour vous proposer chaque soir en direct des éditions spéciales. Les équipes techniques bien sûr, emmenées notamment par le réalisateur que je souhaite remercier, Jean-Frédéric Barré, la rédaction de TV Vendée dont les journalistes ont été mobilisés tous les jours depuis ce 28 février. Anne-Sophie Arthur, François Conneau, Grégoire de Châtillon, Anthony Jamin, Alix Lanos, Hélène Laurenceau, Edwige Richard et Aïda Valceanu. Pour eux aussi, il y aura un avant et un après Tempête. Ils resteront évidemment marqués par ce qu'ils ont vu et entendu sur le terrain. Enfin, je voudrais remercier particulièrement Aurélien Martin qui fut d'une aide précieuse pour coordonner les équipes et les émissions durant ces 12 derniers jours. Et évidemment, TV Vendée continue de vous informer sur les conséquences de cette tempête dans les différents journaux de la chaîne. Ce sera d'ailleurs le cas dès demain dans le journal que vous présentera Louis-Marie Leroy. Passez une très bonne soirée. À demain. Bonne fin de semaine. Au revoir.